Des chemins de fer privés à la naissance des CFF. Dès la construction des premières lignes, deux camps s'opposent avec des répercussions que l'on continue de ressentir aujourd'hui. Les uns souhaitent confier la construction des chemins de fer à des entreprises privées au niveau des cantons, tandis que les autres aspirent à des chemins de fer organisés, financés et exploités par la Confédération. Dans un premier temps, la construction ferroviaire est une affaire privée. La première loi sur les chemins de fer donne donc aux cantons la compétence d'octroyer des concessions. La Confédération, quant à elle, prescrit uniquement deux éléments: l'écartement de la voie, 1435 mm, et une coordination tarifaire entre les entreprises privées assurant le transport de voyageurs. Plus tard, cela débouchera sur le régime du service direct, encore en vigueur aujourd'hui, dont l'objectif est de permettre la réalisation d'un trajet avec un seul billet. La construction ferroviaire bat son plein sur fond de spéculation et de rivalité entre les compagnies. La deuxième loi sur les chemins de fer facilite les travaux en transférant à la Confédération la compétence d'octroyer les concessions et en autorisant des écartements différents. La construction de voies à écartement métrique et de voies étroites permet de réduire considérablement les coûts. Ainsi sont développées de nombreuses lignes de tramway, des lignes alpines, secondaires et régionales. Les chemins de fer sont un gage de progrès et de prospérité. Tout le monde veut participer à ce grand projet. La construction du réseau s'accélère et finit par engloutir des sommes énormes. La Banque nationale suisse est créée en 1905 pour contrôler les importants flux d'argent. Mais la crise est inévitable. Les projets ferroviaires étant rarement rentables, les entreprises sont financièrement à bout de souffle. La bulle spéculative qui s'était formée autour des chemins de fer finit par éclater, ruinant nombre de petits ménages qui avaient investi dans ce projet toutes leurs économies. Surendettées, les compagnies ferroviaires négligent donc l'infrastructure et le matériel roulant. Les problèmes de qualité et de sécurité s'accentuent, et avec eux le mécontentement envers les chemins de fer privés. Ces événements débouchent sur l'étatisation des chemins de fer et donnent naissance aux CFF, dans un esprit de service public. Le but est ainsi d'obtenir des CFF et de leurs salariés de ne pas être au service des actionnaires, mais bien au service de la population. Au début, les chemins de fer fédéraux sont composés de directions d'arrondissement, correspondant aux anciens réseaux des compagnies privées, organisés par région, et d'un conseil d'administration de 55 personnes. L'étatisation ayant un coût élevé, les CFF sont d'emblée très endettés et doivent en plus de cela réaliser de lourds investissements pour renouveler le matériel roulant et l'infrastructure, jusque-là négligés. Le principal secteur d'activité des jeunes CFF sont les touristes étrangers. Ensuite arrive le transport de marchandises et en troisième position seulement, le trafic de pendulaires qui se développe lentement.